Bonjour à tous. Le soleil d'Aix nous manque, votre présence physique aussi, mais j'en suis certaine, pas votre attention, dans le moment est clé, vous le savez, pour l'économie. Nous allons parler de l'éthique et de la finance, à un moment où la société demande beaucoup à la finance. Celle-ci a répondu présent au moment de la crise sanitaire. Elle devra être là pour assumer les investissements colossaux que demanderont la transition énergétique, la transformation numérique qui viennent. L'éthique leur sera sans doute consubstantielle. Compte tenu notamment, par exemple, de la conversion de Larry Fink, le président de BlackRock, il sera aussi intéressant de faire le point sur la place gagnée ou celle de la place encore à prendre de l'éthique dans les critères d'investissement. Pour en parler, notre panel est particulièrement avisé et complémentaire. Je vais donc brièvement vous les présenter. Esma Benhamida, vous avez commencé votre carrière comme journaliste. Personne n'est parfait. Vous avez également été consultante pour les Nations Unies avant de revenir en 90 en Tunisie, où vous avez cofondé l'ENDA, une institution de microcrédit, et je crois que vous nous le direz, que c'est une réussite. Diriez-vous à ce propos qu'il y aurait une finance pour les riches, une finance pour les pauvres? Telle est la question à laquelle vous allez répondre, et comme vous n'avez malheureusement pas pu être avec nous, nous vous écouterons en visioconférence. Jean Benardou, vous êtes ingénieur polytechnicien, bravo. Vous avez commencé votre vie professionnelle au ministère des Finances avant d'aller conseiller Alain Juppé à Matignon, puis devenir banquier. Vous êtes depuis 2012 le directeur général de HSBC France. Évidemment, l'éthique et la finance sont vos sujets de choix. Stéphane Boujna, votre fonction de président du directoire d'Euronext depuis 2015 et votre vie antérieure de banquier très international vous met au cœur de notre sujet financier. Et je suppose que l'éthique n'est pas étrangère aux préoccupations du groupe de réflexion en temps réel que vous animez. Patrice Moreau, vous êtes associé responsable des activités audit et conseil en gestion des risques chez PwC France. Vous y êtes entré en 90, en 30 ans, vous avez vu progresser, se transformer la demande d'éthique. Vous nous direz comment s'est faite la prise de conscience de sa nécessité. Bertrand Rambaud, président du groupe Ciparex, un des premiers groupes de capital investissement français indépendants. Depuis que vous le présidez, ces actifs sous gestion sont passés de 800 millions à plus de 2 milliards d'euros. Vous nous direz en quoi l'éthique est un élément important ou essentiel de la création de richesse pour une entreprise. Et maintenant, je vais laisser Bertrand Jacquillat, notre coordonnateur membre du Cercle des économistes, poser les termes de notre débat avant de vous laisser à chacun la parole pendant quelques minutes et vous pourrez répondre ensuite aux questions du public. Voilà, Bertrand, c'est à vous. Sabine, merci. Je voudrais souligner le titre même de donner à notre débat, à cette session, pour une finance éthique. Alors implicitement, ça veut dire que la finance n'est pas éthique, puisque on est à la recherche, cette table ronde sera à la recherche d'une finance éthique. En fait, le statut de la finance n'est pas élevé dans l'échelle sociale. La finance n'a pas bonne presse, surtout en France, où d'aucuns la considèrent comme un ensemble de mécanismes parasites, empêchant, voire freinant, le développement de l'économie réelle. Encore aujourd'hui, et comme au Moyen-Âge, il n'y a pas de demi-mesure. Il nous faut choisir entre la bourse, le mal, le vice, le péché, l'injustice, le manque d'éthique et la vie, le bien, la vertu, la bonne action, la justice. La finance est mal perçue, elle favorise des comportements fondés sur la cupidité. Et je ne ferai pas la liste des scandales à l'appui de cette perception qu'aurait le grand public de la finance. Mais même Joseph Stiglitz, un économiste américain, contempteur et critique acéré du capitalisme américain,
prix Nobel d'économie, reconnaît tout au long de l'histoire que l'innovation financière a été essentielle pour faciliter la croissance économique. Et j'emprunterai à l'adresse présidentielle faite par Luigi Zingales à l'Association économique américaine de finance en 2015, le titre de son adresse était « Does Finance Benefit Society ?» Et il rappelait en introduction qu'effectivement la finance avait apporté énormément, contrairement à ce que d'aucuns pensent, à l'économie, en matière de gestion des risques, en matière de fourniture de signaux de prix, en matière de résolution de conflits d'intérêts entre les parties prenantes, les managers et les actionnaires, pour réduire les asymétries informationnelles, pour favoriser la croissance, l'innovation. Bref, il y a beaucoup à dire sur les bienfaits qu'ont apporté la finance, et ces bienfaits ne sont pas des affirmations de Café du Commerce, ce sont des arguments qui sont tout à fait donnés lieu à des études empiriques qui sont acceptés par toute une profession d'économistes. Donc la finance, pour moi, a fait son job, mais comment rendre la finance plus responsable ? Eh bien, pour la rendre plus responsable, la rendre plus éthique, il convient de trouver des systèmes, des règles plus ou moins imposées qui aident les comportements individuels à se rapprocher de l'intérêt collectif dans ces grands enjeux. Changement climatique, impact environnemental, bref, les critères RSE, responsabilité sociale et environnementale. La question en fait essentielle est celle de l'impact que peut avoir des décisions financières. Quelle est la bonne manière d'investir quand on souhaite avoir un impact sur le monde ? Faut-il accepter une moindre performance financière ? C'est un questionnement d'ordre éthique. Il oblige à se poser la question de savoir si le monde est différent selon que l'on investit dans une entreprise plutôt que dans un autre. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'être responsable peut se résumer à nettoyer son portefeuille du titre des entreprises les plus polluantes sur le plan physique, du risque climatique ou environnemental, et les plus polluantes sur le plan moral, comme les entreprises de la défense, les casinos, le tabac, etc. Or, un investisseur qui en reste à ce choix, là, n'a sans doute que très peu d'impact sur le monde, car les investisseurs agnostiques vont se substituer à cet investisseur moral et prendre le relais et financer les dites entreprises. Là, c'est du côté des investisseurs. Mais du côté des entreprises, il y a eu, la semaine dernière, un changement de statut chez Danone, qui est devenue la première entreprise cotée à mission. Alors, à mission, ça veut dire que c'est l'anti-Milton Friedman, si vous voulez. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas faite pour faire des profits, ou pas uniquement cela, mais elle est faite pour accomplir une certaine mission, une raison d'être, ce qui était dans la loi Le Maire. Le danger de cela, c'est que l'entreprise à mission risque de nous faire revenir à un capitalisme managérial qu'on a connu il y a 50 ans, où les dirigeants d'entreprise ont tellement d'objectifs qu'ils peuvent choisir ceux qui leur conviennent le mieux. La finance responsable, pour terminer, et l'engagement sociétal des entreprises sont de bons exemples de champs où il y a beaucoup à faire pour l'économiste pour formuler les questions de manière rigoureuse, sans idéologie ni vœux pieux. Et pour terminer, je vous rappellerai que un article qui est paru d'ailleurs dans les Échos il y a 3 jours, qui s'intitulait « La finance responsable devient un enjeu politique aux États-Unis ». À savoir que, je vous cite simplement ce qu'a dit le ministre du Travail, le secrétaire d'État américain au Travail, la réglementation proposée par le département rappelle aux fournisseurs de produits d'épargne retraite qu'il est illégal de sacrifier du rendement ou d'accepter des risques supplémentaires via des investissements visant à promouvoir des objectifs sociaux ou politiques. Autrement dit, on est revenu aujourd'hui au cœur du débat initié par Milton Friedman il y a 60 ans. Merci. Merci Bertrand. Voilà plein de questions. La bourse vit sous vertu, la finance a-t-elle fait son job? La crise a-t-elle amélioré l'image de la finance? Nous en débattrons. Avant que Esma, vous nous disiez comment vous abordez ce débat de votre point de vue et de votre pays. Vous entendez? C'est bon? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon?
Oui, très bien. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la possibilité d'intervenir, y compris à partir de Tunis, où il fait bien chaud. Alors, euh, depuis hier, j'ai écouté les interventions des rencontres économiques et j'aimerais beaucoup parler d'un cas spécifique et d'un cas concret pour pouvoir apporter un éclairage à notre titre, la finance éthique. Pour moi, effectivement, je pense qu'il ne devrait pas y avoir une finance pour les riches et une finance pour les pauvres. Pour nous, la finance doit être inclusive, équitable pour toutes et pour tous. Sinon, comme on le sait, les riches vont continuer à s'enrichir et les pauvres à s'appauvrir. Et ceci représente un risque pour la paix sociale, pour la stabilité qui pourrait affecter y compris les riches. De tout temps, pour nous, on a trouvé que la finance classique et les institutions financières servent surtout les personnes aisées en excluant tous ceux qui n'ont pas de garantie physique ou sociale, c'est-à-dire la grande majorité de l'humanité. C'est pour ça que la microfinance, qui est une invention des années 70, 60, 70, assure ce qu'on appelle l'inclusion financière, économique de millions de personnes dans le monde en leur offrant des services financiers adaptés à leurs modestes besoins et sans garantie. Et effectivement, les pauvres acceptent de payer les frais pour ces services financiers pour pouvoir travailler, produire, générer des revenus stables et réguliers. Et le coût de ces services peut sembler élevé, mais il leur permet l'accès au capital. C'est très important, l'accès au capital. Tant qu'il est donné qu'aux riches, ils s'enrichissent. S'il n'est pas donné aux pauvres, ils ne peuvent pas s'enrichir. Donc, ça leur donne une opportunité de sortir de la spirale de la pauvreté et de la vulnérabilité. Ceci est encore plus vrai pour les femmes qui ont été exclues des systèmes financiers classiques qui sont gérés la plupart du temps par des hommes. Si je veux donner l'exemple de notre ONG ENDA, qui est une ONG de développement installée en Tunisie depuis 30 ans, nous avons, en nous amusant un peu, introduit en 1995 un modèle d'inclusion financière, sans le savoir d'ailleurs, en créant la première et aujourd'hui de loin la plus grande institution de microfinance du pays. Nous avons servi en ces 25 ans plus de 900 000 ménages tunisiens parmi les plus vulnérables dans les quartiers pauvres et les zones rurales déshéritées. Nous avions commencé il y a 25 ans avec 20 000 $ et nous avons pu accorder aujourd'hui 3,5 millions de prêts d'une valeur de 5,5 milliards de dinars, c'est à peu près environ 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous servons 390 000 clients actifs, 56% sont des femmes, 27% des jeunes et 28% des agriculteurs et éleveurs, et nous employons quelques 2000 jeunes, 70% sont des diplômés. Alors, pour moi et pour nous, la microfinance est une forme d'intermédiation financière entre les banques et les institutions financières, qui nous refinancent d'ailleurs à des conditions commerciales, et les personnes entreprenantes, si j'ose dire, parmi les populations défavorisées qui étaient justement laissées pour compte depuis des siècles. Ces nouvelles institutions, ou ce qu'on appelle les institutions de microfinance, les IMF, à caractère social et éthique, apprennent à servir cette population en prenant des risques. C'est tout un métier qui ne ressemble pas au métier des banques. Je l'ai dit tout à l'heure, la microfinance coûte cher parce que offrir un prêt de 200 dinars coûterait autant qu'un prêt ou un prêt bancaire de 200 000 dinars. Aujourd'hui, le coût de la finance ou du refinancement pour les institutions de microfinance se situe entre 17, 19 et voire 20%. Les salaires sont aussi équivalents aux salaires des banques. Généralement, les bénéfices faits par les institutions de microfinance reviennent aux actionnaires en bonne partie, mais selon nous, ils devraient revenir aussi aux populations pauvres, qui sont des clients de ces institutions, sous forme de services non financiers. Qu'est-ce qu'on appelle les services non financiers? C'est des services d'accompagnement, de formation, d'appui à la commercialisation, de sensibilisation pour l'éducation financière, pour eux, pour leurs enfants, voire pour toute l'économie. Pour toute la communauté. C'est exactement ce que l'ONG ENDA Interarabe est en train de faire aujourd'hui. Une partie de nos dividendes sert bien sûr à augmenter
notre chiffre d'affaires et à donner plus de crédit aux populations défavorisées, mais une autre partie sert à financer les personnes qui viennent dans nos centres pour prendre des formations, pour les hisser au niveau d'entrepreneurs chevronnés et les rendre capables de mieux gérer leurs entreprises. Donc, selon nous, ce schéma de la microfinance, je ne sais pas si on peut l'appeler éthique, ce sont les pauvres qui financent en quelque sorte leur propre développement. Par contre, si vous avez vu pendant les crises de 2008 et de 2020 aujourd'hui, quand les banques ont des problèmes, elles obtiennent des milliards de dollars de la part des gouvernements. Ce n'est pas le cas pour la microfinance et les institutions de microfinance. Ce qu'on aimerait espérer quand même, c'est que l'État, le gouvernement, les autorités gouvernementales facilitent le processus de création d'entreprises et n'engouffrent pas les micro-entrepreneurs, qui sont souvent des analphabètes, dans les dédales d'une bureaucratie étouffante. Que les grosses entreprises apprennent à rentrer dans des partenariats équitables et justes et ne pas exploiter les petits entrepreneurs, les artisans, les petits producteurs agricoles, comme ils le font souvent. Tout le monde sera gagnant-gagnant, au moindre frais pour l'État et pour les finances publiques. Je l'ai dit tout à l'heure, Enda n'a pas coûté un millime à l'État tunisien. Ce qu'on demande aujourd'hui aussi, c'est plus de solidarité et de compréhension de ces micro-entrepreneurs qu'on a tendance à ne pas respecter parce qu'on pense qu'ils sont micros et pourtant ils ne sont pas insignifiants. Aujourd'hui, d'après la crise du Covid, on estime en Tunisie que la population des chômeurs passera de 600 000 à 1 million de Tunisiens. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse comment on va pouvoir financer cette population de chômeurs et la microfinance pourrait être une solution. Et je finis en disant que pour nous, la finance éthique est une finance qui sert la majorité exclue et privée d'accès au capital, mais désireuse de travailler et d'entreprendre, de créer des emplois, des revenus. J'aimerais donner l'exemple encore de Enda qui a contribué à la création de 100 000 emplois supplémentaires en plus des 390 000 entrepreneurs eux-mêmes en l'espace de 25 ans. Je veux aussi insister sur l'autonomisation sociale et économique des femmes, qui est très importante pour un pays arabo-musulman comme la Tunisie, parce que les femmes, grâce à ces prêts, elles génèrent des revenus qui sont pour leur famille et qu'elles utilisent surtout pour une scolarisation poussée de leurs enfants, pour de meilleurs soins de santé et de meilleures conditions de logement. Et j'aimerais beaucoup, quand vous allez me donner tout à l'heure la possibilité, de vous donner un exemple concret de ces femmes qui ont entrepris grâce à Enda et grâce à la microfinance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Benhamida. On a bien compris que micro ne voulait pas dire insignifiant. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à chaud à ces propos ou si vous préférez qu'on y revienne après notre tour de piste. Non, pas de. On continue alors. Donc à tout de suite. Donc à vous. Jean Benardo, de nous expliquer si la finance est un mécanisme parasite de l'économie ou pas. Je crois que j'ai des arguments contre. Merci Sabine. C'est formidable ce qu'on vient d'entendre sur la microfinance, mais je voudrais élargir l'optimisme qui en ressort à plus large et remettre les choses en perspective. Notez que la finance, comme plusieurs autres industries, a fait d'énormes progrès depuis de nombreuses années sur ce que j'appelle l'éthique consensuelle, c'est-à-dire l'élimination de tout ou de l'élimination des comportements qui suscitent la réprobation de tous ou de presque tous. Ça a été un long chemin au cours duquel la loi et la réglementation ont fini par couvrir explicitement le champ des comportements non éthiques pour les rendre sanctionnables, à la fois en les détaillant et en érigeant un certain nombre de principes qui permettent de rattraper les comportements non éthiques innovants. Citons parmi ces principes l'intégrité des marchés, l'intérêt du client, la transparence des prix, la révélation des conflits d'intérêts. L'essentiel de ce qui est mal en finance est aujourd'hui interdit et c'est très bien. Ces avancées ont souvent été chaotiques au gré des crises et des scandales, comme l'a dit Bertrand Jacquillat,
même s'il ne faut pas sous-estimer les effets positifs de la morale et de la réputation sur les comportements, au-delà de la peur du pénal. Prenons 2 exemples. D'abord, tirer bénéfice d'une information privilégiée ou diffuser une fausse information n'a jamais été éthique, mais son caractère sanctionnable a dépendu des cultures et des époques. En mars 1814, Lord Cochrane, un officier britannique qui a diffusé à la Bourse de Londres la fausse nouvelle d'une victoire sur Napoléon. Il fallait être fou pour y croire, une victoire sur Napoléon. Il voulait faire monter les rentes dont il était long, ne fit rien d'interdit par les lois, mais il a quand même été condamné par ses pairs à 1 heure de pilori et à la dégradation de l'ordre du bain pour atteinte à l'honneur. La dégradation dans l'ordre du bain, c'est quand même très important pour un Britannique. À l'inverse, peut-être, il a fallu attendre 1993 pour que l'utilisation d'une information privilégiée devienne un délit en Allemagne. Autre exemple, la manipulation monétaire a été courante sous l'Ancien Régime entre monnaie de compte, monnaie d'or et monnaie d'argent. Mazarin a bâti la plus grande fortune de l'Ancien Régime, en partie grâce à une bonne anticipation des dévaluations et des réévaluations qu'il décidait. C'était déjà vu comme un scandale, sans sanction, autre que sa réputation, qui était déjà à l'époque assez médiocre, même si l'histoire a été plutôt pudique avec lui sur ce point. On a heureusement changé d'époque là-dessus, et nous sommes protégés de ces manipulations monétaires d'État par des banques centrales indépendantes et dépositaires de l'éthique monétaire. Le débat sur la finance éthique s'est donc aujourd'hui largement déplacé sur un autre terrain, celui de l'orientation des financements vers des causes louables, mais pas toujours consensuelles, et surtout qui relèvent d'arbitrage entre des priorités différentes. Construire une centrale à charbon au Bangladesh accélère l'accès à l'électricité de la population, mais accélère aussi le changement climatique. Comment gérer ces objectifs contradictoires quand il n'y a pas de loi internationale qui permet de trancher démocratiquement ? C'est un dilemme pour les acteurs de la finance que chaque institution cherche à résoudre en tenant compte de l'ensemble de ses parties prenantes pour chercher la moins mauvaise synthèse entre leurs intérêts ou objectifs contradictoires. Quelle que soit la réponse, il est important qu'elle soit transparente sur les choix et ses raisons. Aucune réponse ne satisfera tout le monde, mais si chacun peut agir parce qu'il sait quels sont les tenants et les aboutissants, et peut ainsi contribuer à faire progresser le débat et les différentes causes. Pour le secteur bancaire, ça permet à ceux qui nous confient leur argent de savoir à quoi il sert et d'agir en conséquence. Le chemin de l'intérêt général est toujours long et compliqué, et on sait qu'il ne peut passer à travers les intérêts particuliers ou les différences de vue qu'avec un minimum de souplesse, sauf à déclencher des violences qui au fond le ralentissent. Le bien doit donc être inclusif, même avec ceux qui le perçoivent mal. Bon, merci. Bravo. Très bien, merci beaucoup. On a retenu que les avancées sont chaotiques, mais réelles. Et bravo pour l'exposé historique. Stéphane Bougna, donc, je rappelle président du directoire d'Euronext. Est-ce que la bourse vit sous vertu? Moi, je sais pas. Bertrand a présenté le sujet de manière caricaturale et provocatrice et binaire. Tout à l'heure, pourquoi pas, il m'a fait penser à une magnifique formule de Churchill qui avait dit un jour certains regardent le patron et le banquier comme un loup qu'il faut abattre, d'autres comme une vache qu'il faut traire, et peut-être qu'on pourrait aussi regarder le patron et le banquier comme un cheval qui tue une charrette. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne sais pas si l'argent et la finance, c'est bien ou c'est mal. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait pour ça. C'est juste quelque chose d'efficace pour faire la différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, c'est un véhicule, mais ça porte des valeurs qui sont celles de la société. C'est un outil. Donc, je crois que ce qui est intéressant, je voulais juste attirer votre attention sur 2 développements des derniers mois. Il y a 2 choses qui se passent qui sont assez originales et qui montrent... Le premier, c'est qu'avec la crise que nous venons de voir, on a l'impression que cette fois-ci, à la différence de la fois d'avant, la finance est perçue comme étant la solution et pas le problème. La fois d'avant, le sujet, c'était Occupy Wall Street,
Moi, à l'époque, je dirigeais Santander en France. Je partageais le même immeuble avec Standard & Poor's. Il y en a un qui s'est trompé d'étage en trouvant que les deux noms se ressemblaient un peu trop. Et on a dû s'expliquer virilement pour un manifestant pour lui expliquer qu'un, il se trompait d'étage et il se trompait de débat. Mais cette question-là, Occupy Wall Street, ça n'existe pas là. Et pourquoi ? On peut se demander pourquoi finalement on a une crise avec un impact récessif beaucoup plus grand, et pourquoi l'autre fois la finance devait être brûlée, parce que brûler des banquiers devait produire le même effet qu'au XIIIe siècle, puisque Bertrand évoquait le Moyen-Âge, donc on prend une jeune fille jolie, on la met sur un bûcher, on la brûle en disant qu'elle est une sorcière et normalement la peste doit quitter la ville. Donc là, ça devait produire les mêmes effets. Pourquoi cette fois-ci ce sujet de banker bashing, de finance bashing n'existe pas ? C'est tout simplement parce que cette fois-ci, les banques centrales et les États ont injecté en 4 jours ce qu'ils ont mis 4 ans à injecter en liquidité dans la précédente crise, et que alors que la fois d'avant, il y avait tout un débat sur l'aléa moral, sur les banques et les institutions financières, devaient-ils payer elles-mêmes pour leur turpitude supposée, cette fois-ci, ce débat a duré 2 heures. Cette crise-ci est imposée par une ambition, un projet de sauver la vie humaine et dans des conditions qu'ont déterminées nos élus. Et donc la finance n'est pas une partie du problème, c'est une partie de la solution. Et on voit bien que pour que ce qu'ont fait les États, c'est-à-dire en France ça s'appelle le chômage partiel, c'est-à-dire payer les salaires de tout le monde, et les prêts garantis par l'État, c'est-à-dire payer les factures de tout le monde. Il faut bien qu'il y ait un système derrière qui le fund, qui le finance au sens qui apporte les sous pour faire les virements. Et dans un pays qui a déjà 57% du PIB qui est socialisé, cette machine qui prend l'argent des banques centrales et des investisseurs et qui en fait des PEG et du chômage partiel, ça suppose une métabolisation, une transformation des ressources, et la finance fait partie de la solution à un problème éthique qu'il a fallu résoudre, qui est sauver les vies des gens. D'autant plus que s'ajoute à cela le fait que dans la partie maintenant qui s'ouvre, qui sont les plans de relance, on parle de plus en plus, même si on débat des niveaux des curseurs, des contreparties vertes. Or, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique ? C'est des capex, c'est de l'investissement. C'est beaucoup d'argent qu'il faut déployer pendant très longtemps pour prendre beaucoup de risques, avec des perspectives de rentabilité ou de prévisibilité des cash flows qui ne permettent pas nécessairement d'être financés avec les instruments de dette habituels. En tout cas, avec des instruments de dette plutôt créatifs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir y mettre des fonds propres. Il va falloir y mettre de la bourse. Et ce que fait la bourse, ce que font les marchés de capitaux en général, depuis l'invention des bourses, au moment de l'expansion coloniale du XVIe siècle, quand il fallait financer des bateaux qui traversaient la mer pour aller chercher du bois ou des fourrures de l'autre côté et qui pouvaient couler à l'aller ou couler au retour. Ce que fait la bourse, c'est financer le risque. C'est financer le long terme. Donc on voit bien qu'il n'y aura pas de financement de la transition énergétique sans aller prendre des risques de long terme, d'innovation, de rupture technologique et une visibilité sur les retours qui n'est pas forcément très puissante. Et ça, c'est les fonds propres. Et ça, c'est les marchés de capitaux. Ça tombe bien, il y a beaucoup d'argent et les investisseurs cherchent du rendement, et les taux bas produisent un rendement nul ou négatif après frais de gestion et inflation. Donc la finance est la solution effectivement constatée à la mutation et à la transition technologique. Le deuxième sujet, qui est beaucoup plus puissant, qui existait avant la crise et qui s'accélère, c'est tout simplement la transformation des préférences collectives des investisseurs. Ça a été évoqué par les uns et les autres avec plus ou moins de recul et de nuances, mais ce qu'on appelle l'ESG, la responsabilité sociale des entreprises, le fait que les investisseurs maintenant demandent, depuis 2 siècles, ils demandent de la liquidité, du rendement et de la performance. Maintenant, ils veulent de la liquidité, du rendement, de la performance et de la contribution à la transition écologique, de la contribution à une gouvernance plus transparente et de la contribution aux intérêts des différentes parties prenantes. Bon, et tout un système s'est organisé autour de ça. C'est une nouvelle réalité qui est profonde. C'est vrai que quand BlackRock, en janvier, a annoncé qu'avant 2021, tous leurs fonds seraient conformes à ces objectifs non financiers, que Amundi a fait la même chose. Je vous ai dit, quand on discutait avant cette rencontre, que ça ressemble à la conversion de Constantin en 312. Parce que c'est un moment où, quand ce monsieur se convertit à la nouvelle religion, qu'est-ce qu'il fait ? Il apporte
l'Empire romain, les préfets, l'organisation administrative a une nouvelle idéologie qui se répand du coup extrêmement vite. Et la finance, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais ça a une caractéristique anthropologique forte, c'est que ça fait circuler beaucoup d'informations très très vite, très très loin. Et donc, je suis absolument convaincu que la conversion de Larry Fink et de Amundi et quelques autres est un diffuseur d'évangélisation, entre guillemets, de ces nouvelles préférences qui vont aller extrêmement loin, et avec d'autres sujets dont on reparlera peut-être, qui est l'émergence du coup d'un nouveau langage comptable. Quand Bertrand exprimait la résistance de certaines parties aux États-Unis, c'est vrai que sur ce sujet-là, on a une rupture profonde entre l'importance que ça a pour les investisseurs en Europe, l'importance que ça a pour les émetteurs en Europe, pour les parties prenantes en Europe, et le regard encore un peu distancié d'un certain nombre d'acteurs aux États-Unis. Moi, je suis convaincu que c'est le système de valeurs européen qui va l'emporter. Je suis convaincu qu'on peut fixer un nouveau langage comptable pour définir ce qui est vert et ce qui est brun, comme on a inventé le GSM il y a autrefois, qui a prévalu dans les télécoms. Mais ça ne va pas se faire tout seul, parce que par défaut, si les Européens ne s'organisent pas pour produire ces nouvelles normes, pour continuer l'analogie, ce nouveau catéchisme de la responsabilité sociale et environnementale, ce seront d'autres qui le feront. Et moi, je ne souhaite pas que sur ce qu'on appelle l'ESG, l'Europe soit dans la situation dans laquelle on est sur les moteurs de recherche, les systèmes d'information, le commerce en ligne, etc. Il n'y a pas de raison qu'on n'invente pas ce langage, ces normes, en Europe, avec des standards européens. Très bien, merci beaucoup. Patrice Moreau, donc, comment voyez-vous Oui, merci. Moi, je voudrais juste peut-être rebondir très rapidement avant de démarrer sur les propos effectivement de Bertrand. Je ne suis pas un banquier, mais enfin, je côtoie les banquiers depuis maintenant près de 30 ans. Et donc, je veux dire qu'il ne faut pas oublier quand même que les banques, ce sont des acteurs clés en fait, dans le financement de l'économie, et plus particulièrement en Europe, où peut-être qu'on ne le sait pas ou on s'en souvient pas, mais plus de 2/3 en fait, des financements de l'économie, c'est fait par les banques. Aujourd'hui, contrairement aux États-Unis, où les marchés de capitaux sont beaucoup plus intégrés et beaucoup plus profonds. Et avoir des banques fortes en Europe, c'est vraiment essentiel, parce que les besoins de financement en matière de transition écologique, énergétique, sociale, et on l'a vu avec cette crise qui a mis en évidence la santé, l'éducation, ils sont absolument considérables et ils ne pourront pas être simplement financés par des financements publics. Et j'ajouterais que la crise a quand même parfaitement démontré donc l'importance des banques pendant cette crise, puisqu'elles ont été un des vecteurs majeurs que les États ont utilisés pour, je dirais, sauver l'économie. Alors, si moi je prends la finance plutôt responsable par rapport à la finance éthique, puisque la finance éthique a déjà été pas mal traitée, je dirais, je le prendrais sous l'angle de la crise qu'on a vécue et qui a été, en fait, qui a eu un effet d'accélération dans la prise de conscience collective du développement durable. Et je dirais que cette crise sans précédent a remis beaucoup de choses en perspective, et notamment l'importance de la résilience des entreprises, c'est-à-dire leur capacité à absorber les chocs et à rebondir. Et on peut malheureusement s'attendre à ce qu'il y ait de futurs chocs qui proviennent d'enjeux environnementaux, sociétaux, et c'est déjà une certitude avec la transition climatique. Et je suis convaincu que la résilience aura un poids de plus en plus important à l'avenir pour évaluer la santé financière d'une entreprise. C'est-à-dire, quand on est dans un secteur comme le oil and gas, il est tout à fait naturel de se poser la question comment vont évoluer les modèles vers des énergies plus durables. On observe d'ailleurs, et ça a été dit, que de nombreux investisseurs s'inscrivent d'ores et déjà dans cette tendance, en particulier dans le capital investissement, la gestion d'actifs, avec toute l'intégration de ces critères ESG dans les décisions d'investissement et dans les produits. Et moi, ce qui m'a frappé en fait dans cette crise, c'est que pour la première fois, on a mis en avant la vie par rapport à l'économie. Alors certains d'ailleurs n'étaient pas complètement d'accord, on peut regarder du côté des États-Unis ou d'autres pays, mais c'est extrêmement frappant, et je dirais que tout autre choix aurait été insupportable, parce qu'on est dans une démocratie qui n'aurait pas accepté un autre choix. Mais une fois qu'on s'est mis sur pause avec le confinement, ça a posé peut-être avec encore plus d'acuité la question du sens, et le sujet de la raison d'être des entreprises, il est revenu vraiment au premier plan. On l'a vu notamment, et ça a été mentionné tout à l'heure, avec Danone. Et je crois que cette crise, elle a aussi marqué le fait qu'on ne peut plus considérer qu'une croissance économique qui a un impact RSE, donc un impact développement durable négatif, que ce soit sur l'environnement, les conditions de travail ou sur l'emploi, peut être une croissance durable. Et je dirais même qu'elle pourrait devenir à terme inacceptable, même susciter du rejet de la part de beaucoup de parties prenantes, que ce soit les salariés, que ce soit les clients et même les investisseurs. Et donc moi, je suis convaincu que la période que l'on traverse, elle ne va que renforcer ces tendances et poser la question du sens de nos modèles économiques et de la vision à long terme.
Alors on parle aujourd'hui de plus en plus d'indicateurs d'impact, hein, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies s'inscrivent dans cette optique. On a vu aussi que certains investisseurs et certaines entreprises, ça a été dit, ont commencé à arbitrer entre cette performance économique et l'impact, et qu'il y a des investisseurs qui sont prêts effectivement à maximiser l'impact sociétal par rapport à la performance économique. Et ces réflexions, elles sont au cœur de ces débats prospectifs autour du reporting extra-financier, donc qui a été cité, et la mesure de cette performance extra-financière sur lesquelles nous, chez nous, PwC, on travaille depuis très longtemps. Demain, l'appréciation de cette performance et la valeur d'une entreprise, elle ne se basera plus uniquement sur des critères comptables et financiers, comme c'est le cas aujourd'hui, mais effectivement intégrera les enjeux environnementaux et sociétaux, et rendre compte de cette réalité, de ces impacts extra-financiers, ça va être un vrai challenge pour les entreprises. Alors le secteur financier, dans ce débat, moi je trouve que le secteur financier il est complètement aux avant-postes de ce mouvement de fond. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il est soumis à une avalanche de réglementation, et notamment dans le cadre du déploiement du plan européen pour la finance durable, hein, qui avait été dévoilé en mars 2018 et qui a été repris d'ailleurs dans le cadre du Green Deal par la Commission européenne. Et pourquoi il fait l'objet de toute cette réglementation ? Parce que les régulateurs, ils ont bien compris que le secteur financier, de par son rôle central dans l'économie, que ce soit au travers du financement ou de l'investissement, bah, c'était finalement un puissant levier d'accélération de ces transitions. Parce que, et alors on peut poser une question, parce que ces réglementations, finalement, pour pouvoir répondre, il va falloir obtenir et collecter beaucoup de données, des données qui ne sont pas structurées aujourd'hui, qui ne sont pas facilement disponibles ou tout simplement fiables, des données aussi importantes que l'impact carbone des entreprises qu'il va falloir obtenir, ou alors, pour mesurer le risque climatique, ben, ça va nécessiter de disposer des localisations géographiques des actifs des entreprises ou des technologies. Donc on voit que les entreprises, sous la pression du secteur financier et des investisseurs, vont devoir s'organiser pour collecter et mettre à disposition ces données dans un format, bien sûr, comparable. Et dans ce contexte, et là je rejoins ce que disait Stéphane, il apparaît indispensable de construire des standards de reporting non financiers de qualité équivalente à ceux des standards de reporting financiers. Et je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent dans ce débat pour influer sur l'élaboration de ces futures normes afin qu'elles prennent davantage en considération une vision plus long terme. Les normes IFRS actuelles, hein, qui sont les normes comptables et financières, elles ont été beaucoup critiquées pour leur vision court-termiste, avec ce que l'on a beaucoup appelé la notion de juste valeur, qui a eu du mal à traduire la performance d'une entreprise sur le long terme. Et là où je rejoins Stéphane, c'est qu'il y a un enjeu de souveraineté économique pour l'Europe. L'Europe, elle a abandonné, moi je trouve, la souveraineté au niveau des normes comptables, puisqu'aujourd'hui c'est un organisme international avec finalement peu de contrôle de la part de l'Europe. Et il faut absolument que sur ces normes extra-financières, l'Europe joue pleinement son rôle et n'abandonne pas cette souveraineté. Très bien. Bien, Bertrand Rambaud, vous venez naturellement après cela pour nous expliquer, en tant que président du groupe Ciparex, quelle est l'évolution des critères d'évaluation des entreprises, parce que vous les avez vus évoluer. Oui, merci Sabine. Effectivement, on a parlé de banque, on a parlé de microcrédit, on a parlé de marché coté. Moi, je vais plutôt aborder ce sujet de la finance éthique à travers le métier que j'exerce, celui du capital investissement et donc du private equity, avec cette notion d'éthique qui est effectivement essentielle au cœur du dispositif et au sein d'un métier, comme vous devez de le dire, qui est en train d'évoluer. Alors, je reprends juste quelques mots de Bertrand à l'ouverture, de Bertrand Gequillat, puisqu'on avait l'impression, effectivement, dans la question que la notion de non-éthique pouvait être implicite. Et c'est vrai que je commencerai par ces éléments. Il y a dans nos métiers, on a des détracteurs, comme dans toute industrie, qui mettent en exergue nos vices. Alors, vices à travers la notion de défaut ou d'excès, et qu'on peut retrouver effectivement, quels que soient les cycles, quelles que soient les périodes. Ces vices qu'on peut connaître, c'est le profit à très court terme, c'est l'effet de levier financier complètement excessif, c'est des performances qui remontent de façon excessive chez des gestionnaires, une absence d'alignement d'intérêt avec des équipes de managers, enfin je pourrais en citer un certain nombre, et donc où la finance devient boomerang et non plus levier de création de valeur. On a tous des exemples médiatisés et puis on sait que la presse aime bien reprendre plutôt ce qui parfois ne va pas. Mais heureusement, tout ça reste, on le sait, extrêmement minoritaire. Car le métier qu'on exerce du capital investissement, donc ce métier de la finance, d'entreprise qui accompagne, je ne l'ai pas dit, des sociétés innovantes, des PME, des ETI familiales,
est, on a la chance en France, en Europe, mais beaucoup en France, d'être un métier très professionnel et très performant. Alors je reprends aussi un mot que vous avez utilisé, qui est celui de la vertu. De la vertu, parce qu'il y a une vertu, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur dans notre métier, c'est pour nos entreprises, donc leurs salariés, et puis aussi, bien sûr, pour les investisseurs qui nous font confiance, parce que quel que soit le monde dans lequel on est, l'investisseur a quand même besoin de gagner de l'argent, ça restera quand même un critère essentiel. Et ces vertus, c'est faciliter une transmission d'entreprise. Combien de fonds d'investissement ont empêché qu'une entreprise soit cédée à un corporate? Il n'y a pas de mal à une cession à un corporate, mais de pouvoir rester dans l'indépendance et d'offrir à des cadres de diriger leur boîte et d'en être un actionnaire essentiel demain, c'est génial, c'est magnifique, ça permet aussi d'assurer des transmissions vis-à-vis d'enfants. Et je crois que c'est une très grande vertu de notre métier, qui est le seul à pouvoir offrir cela. C'est aussi, bien sûr, un partage de performance avec les salariés. Je crois beaucoup à ça. On a vu que ça s'étend. Alors, ça se fait aussi à travers d'autres supports cotés. Mais je crois que c'est un élément essentiel de l'évolution récente. Et donc là, je dirais qu'à travers tout ça, on est sur une finance qui n'est pas coupable. Et on n'est pas coupable, mais qui est infiniment responsable et qui est infiniment éthique dans cette dimension. Alors j'en viens à la crise qu'on connaît tous et qui effectivement, à mes yeux, va transformer, accélérer beaucoup de choses. Accélérer plein de choses dans toutes nos boîtes, dans les médias, dans le métier d'investisseur et dans la finance. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu. Et ma conviction, c'est que, d'abord, vous l'avez tous dit, n'oublions pas que ce sont quand même les banques, alors je ne suis pas banquier, donc je le dis d'autant plus facilement, et aussi l'État, qui ont sauvé les entreprises françaises. Nous, on est actionnaire de 150 entreprises. Il n'y aurait pas eu ces interventions, je pense qu'il y aurait eu énormément de casse. Ça aurait été un drame et un séisme. Donc, ne l'oublions pas. Je crois aussi que quand on dit finance, on parle argent, mais c'est très réducteur. Parce que la finance, en tout cas dans nos métiers, va bien au-delà du pur apport de capital dans une entreprise. Et ça sera tellement plus vrai demain. Et c'est là où il y a une transformation. C'est quoi cette transformation? Moi, qui fais ce métier depuis très nombreuses années, nos équipes étaient au départ que des investisseurs, des gens qui faisaient des deals, qui faisaient des opérations, qui investissaient de l'argent. Aujourd'hui, nos équipes, c'est encore à majorité des investisseurs, mais c'est plus d'un tiers de gens qui sont là pour accompagner nos entreprises dans leur transformation digitale, RH, sociale, croissance externe. Et vous verrez demain, je pense que la moitié de nos effectifs seront des gens qui seront en support et en accompagnement des entreprises dans leur transformation. Et ces transformations aujourd'hui sont réelles, sont profondes et sont importantes, et on se doit tous de les accélérer. Enfin, en tout cas, c'est une vraie conviction. Donc, à partir du moment où la finance reste un moteur auxiliaire et ne veut pas jouer le moteur principal au sein d'une entreprise, chacun son rôle. En tout cas, c'est ma lecture de ce métier. Eh ben, je crois qu'on est dans une finance vertueuse et d'éthique. Vous avez tous beaucoup parlé de l'ESG, donc vous connaissez ça très bien, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est effectivement une donnée très forte. Moi, au début, l'ESG, je le vivais sincèrement comme une vraie contrainte de rapport à remplir. On l'a vécu comme étant du marketing, on l'a vécu aussi comme un phénomène de mode. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Et moi, j'en suis vraiment aussi convaincu. Et ce qui me marque dans le monde de la PME, de l'ETI familiale, nos dirigeants, dans 80% des cas, sont extrêmement sensibles à cette matière, à cette donnée. Ça devient un outil de gestion. Et donc, c'est notre rôle aussi, de l'accompagner, de le suivre et de pouvoir l'évaluer avec nos critères. Donc oui, demain, une entreprise ne sera plus seulement valorisée par un EBITDA, on parle d'EBITDA et de dette beaucoup dans nos métiers respectifs, mais aussi par ces critères extra-financiers qui seront des éléments d'appréciation de la valorisation. Je terminerai par 2 points. Un autre point, nous sommes une industrie qui a des entreprises, à quelques exceptions près, plus petites que ce que peut être le monde bancaire, mais nous avons un rôle aussi sociétal. Je crois pas mal à ça. Et par exemple, au sein de notre groupe, on a créé une fondation qui a pour objectif, Fondation Ciparex, d'aider des gens qui sont un peu sortis des systèmes à revenir dans l'entrepreneuriat, à accéder à cet entrepreneuriat en finançant des actions ou à des associations qui accompagnent ces mouvements. Je crois que c'est aussi notre rôle. On a la chance d'avoir des ressources pour le faire. Et c'est pas pour se donner bonne conscience. C'est pas que là aussi de la communication. Je pense que c'est un vrai rôle que nous avons au sein de nos métiers. Et je terminerai par juste un point. C'est que l'éthique, l'impact, l'ESG, c'est essentiel. Et je pense que tout ce qui est dit là montre qu'on en est tous convaincus.
Il faut juste faire attention à une chose. Il ne faut pas non plus que ça devienne la dictature de l'éthique et de l'impact et de l'ESG. Parce que n'oublions pas une chose, nous qui gérons de l'argent pour le compte d'investisseurs, quand même le critère number one reste le rendement et la performance, attaché à tout le reste qu'on a exposé précédemment. Donc, comme toujours dans la vie, il faut arriver à trouver ce juste milieu, cette évolution qui est réelle, qui est très forte, mais pas non plus sombrer sous l'excès de normes, de réglementations qui nous étouffent tous. On parlait tout à l'heure de la part de vos effectifs qui sont dans les équipes de compliance, par exemple. C'est considérable. Je pense qu'il faut aussi savoir à un moment se limiter par rapport à ces évolutions. Donc oui, je crois qu'indiscutablement, nous rentrons dans une finance plus éthique, quels qu'en soient les compartiments d'expression de ce métier. Et je parle une fois de celui que je connais bien, qui est celui du private equity ou du capital investissement. Très bien, merci beaucoup. En vous écoutant, enfin bon, si ça vous convient, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais bien que vous reveniez. D'abord, cette extraordinaire rapidité de la réponse financière à la crise, dont on n'a pas fini de s'étonner et de se féliciter, peut-être. Enfin bon, peut-être. Et puis aussi, est-ce que l'Europe a vraiment les moyens d'imposer ce nouveau catéchisme de la norme sociale et environnementale? Comment est-ce que ça peut se concilier avec la diversité des valeurs éthiques dans le monde? D'ailleurs, Patrice Moreau, je pense que on a parlé tout à l'heure. Donc, comment est-ce que l'Europe doit se situer par rapport aux États-Unis sur ces sujets, Alors moi, je dirais juste que et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane Bougelin tout à l'heure, les données ESG, c'est un enjeu absolument stratégique. Et c'est un enjeu stratégique pour l'Europe. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'Europe a quand même effectivement pris, moi je pense, un temps d'avance. Mais, et là c'est un mais qui est important, parce que depuis 2018, on assiste quand même à une montée en puissance très forte des États-Unis sur ces questions. Alors on l'a cité tout à l'heure, BlackRock, géant mondial dans l'investissement, son président a beaucoup communiqué. Aujourd'hui, il y a une feuille de route qui est de plus en plus précise, qui confirme l'intérêt majeur donc, de la prise en compte de ces thématiques ESG par les entreprises en termes de performance et de résistance aux crises. Dans le même temps, entre 2018 et 2020, la quasi-totalité des agences de notation extra-financière, qui sont européennes, Robecosam, Vigeo, elles ont toutes fait l'objet de rachats par des grandes agences de notation financière américaines, donc Moody's, Standard & Poor's. Début janvier 2020, le président de Bank of America appelait de ses voeux la construction d'un standard RSE, afin de pouvoir effectivement comparer la performance des entreprises et faciliter les décisions d'investissement. Et la dernière annonce, qui pour moi est extrêmement je dirais, qui démontre en fait l'importance du sujet, c'est l'annonce en mai 2020, donc très récemment, par le comité consultatif de la SEC, donc qui est le gendarme boursier américain, conseillant à la SEC de développer ses propres normes de reporting extra-financier, notamment dans une perspective de souveraineté, donc là je pèse mes mots, et de primauté du marché de capitaux américain. Donc on voit bien que cette accélération de ce qui se passe aux États-Unis avec les moyens qu'ils ont, elle confirme l'importance stratégique de ces données. Elle pointe aussi de possibles tensions avec la stratégie européenne, et c'est normal. Et on sait bien que les Américains, quand ils se saisissent d'un sujet, en général, ils mettent les moyens. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce que disait Bertrand Jacquet tout à l'heure sur, effectivement, l'article dans les Échos sur la finance responsable et la réaction de l'administration américaine, moi je pense que cette réaction, elle est totalement dépassée. Je pense qu'une fois de plus, notre ami Trump, il n'a rien compris. Alors il y en a d'autres qui comprennent pour lui, et je pense que c'est juste un épiphénomène, mais à la limite ça pourrait presque nous servir à nous Européens s'il commençait à mettre des bâtons dans les roues sur un sujet qui est complètement stratégique. Donc moi il me paraît absolument essentiel donc, de favoriser et accélérer les travaux européens, continuer sur la finance durable, c'est une opportunité majeure pour l'Union européenne, pour la France, parce que la France est quand même un pays qui a historiquement été en pointe en matière de publication d'informations extra-financières, d'intégration des critères ESG. Et je dirais que toutes ces données, ESG, RSE, elles sont définitivement plus juste une donnée supplémentaire, mais c'est devenu une information centrale, au cœur de l'appréciation de la performance et de la résilience des entreprises. Donc j'ai envie de dire, là il faut que l'Europe se saisisse du sujet de manière encore plus forte, et tous les acteurs, pour conserver la souveraineté et défendre en fait notre souveraineté européenne. Et il ne faut pas qu'on soit naïf vis-à-vis des États-Unis, et encore moins vis-à-vis de la Chine. Voilà, quelqu'un...
Moi, je rajoute juste un point, c'est que moi, je vois qu'il y a un grand parallélisme entre la performance opérationnelle et financière des entreprises et leur performance en matière de ESG. Les deux sont complètement liés. Donc, faut pas on pourrait se dire dans des vieilles images, ah, l'impact, c'est pas performant. Non, c'est pas vrai. Les meilleurs de la classe, c'est ceux qui sont les meilleurs sur l'ensemble de ces critères. Oui. Donc, c'est pas un hasard. Sur une région assez documentée maintenant, hein, puisqu'on a du recul, Oui. c'est que tout simplement, la réflexion ESG, c'est une réflexion de long terme, de prise en compte panoramique des différentes parties communes. Et quand vous passez plus de temps à réfléchir à comment vous allez rendre votre business plus durable par rapport à tout ce qu'attendent vos clients, vos régulateurs, vos investisseurs, vos voisins, vos salariés, la probabilité que vous constituez une machine plus robuste que si vous vous préoccupez juste de comment sortir le meilleur quarter le trimestre prochain est probablement plus forte. Et c'est ça que l'académie, enfin les travaux de recherche ont illustré de manière extrêmement documentée. Et puis, pardon, un autre aspect aussi pour revenir sur ces travaux, qui est la dimension anticipation. C'est-à-dire que comme il faut bien considérer que soit on considère que ces préférences, ça n'existe pas, soit on considère qu'elles sont transformantes. Si vous considérez qu'elles sont transformantes, alors adapter vos stratégies d'investissement à cette mutation permet d'anticiper des choses que les autres vont faire plus tard. Donc c'est ce qui s'est passé sur les investissements carbonés, ou ceux qui ont anticipé les mouvements sur le secteur pétrolier, parapétrolier, le secteur énergétique, carboné, etc., s'en sortent mieux que ceux qui n'ont pas anticipé. Donc il y a toute une recherche qui illustre cela. J'aimerais que les deux interlocuteurs qui viennent de s'exprimer aient raison. Parce que je participe tout à fait de ce que viennent de dire Stéphane et Bertrand. C'est vrai que normalement, il devrait y avoir une relation entre les performances financières, qui sont les performances forcément sur le long terme, et effectivement les anticipations extra-financières de société. Malheureusement, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs, mais les études empiriques ne donnent pas de résultats extrêmement marqués dans un sens ou dans l'autre, malheureusement, pour l'instant. Moi, je suis quand même surpris, Bertrand, de ce que tu dis, parce que est-ce qu'on peut citer des exemples de succès durables qui n'ont pas été fondés sur le long terme et sur des comportements éthiques? Je ne crois pas. 5 ans, 10 ans peut-être, 50 ans en étant en travers de l'éthique, des vrais succès qu'on puisse expliciter, j'en connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les plus prométhéens d'entre nous, et moi je suis un converti tardif à ce sujet-là. Non, je le dis parce que je suis pour l'énergie nucléaire, pour l'électrification des campagnes, pour les grands travaux, je trouve qu'un monde avec la pénicilline, un monde avec la pénicilline et tout ce que ça suppose autour de la pénicilline, c'est mieux qu'un monde sans. Je ne suis pas pour la décroissance parce que je pense que c'est que la croissance qui permet des services durables, des républiques durables. Par contre, qu'est-ce qu'il y a derrière cette transformation profonde des préférences des gens? Il y a une intuition collective qui s'est peu à peu sédimentée et documentée du long terme, de la durabilité. Et ça, c'est quelque chose qui a pu exister par d'autres vecteurs que l'idéologie du développement durable, dans le capitalisme familial, qui était à l'aube des temps du capitalisme, qui a pu exister dans le capitalisme de la reconstruction, qui était essentiellement nationalisé dans les années 50, 60, où ces investisseurs de long terme, pour des raisons complètement différentes, les familles ou les États s'affranchissaient du court terme. Je trouve qu'il se passe là quelque chose qui est dans une économie en particulier du savoir. Moi, le déclic s'est fait quand on a commencé à avoir des jeunes qui, dans les entretiens, quand on les recrutait, nous posaient des questions sur ces sujets-là. Je disais, mais de quoi tu parles? Et me dit, non, mais moi, je veux aller dans une boîte qui lave plus blanc. On s'est dit, si on veut ce garçon ou cette fille, il va falloir qu'on ait quelque chose à raconter. Puis quand on allait chercher à savoir ce qu'on allait raconter, on s'est dit, il faudrait que ça soit réel, pas simplement une histoire. Et donc, on s'est lancé, comme toutes les entreprises, dans quelque chose d'assez ambitieux, profond, ancré à la fois sur les produits. Mais vous savez, on a fait quelque chose. Si je l'avais fait, il y a 15 jours, un mois, pardon, on a donné 10 actions Euronext à tous les salariés.
Aujourd'hui, 100% des actionnaires d'Euronext détiennent des actions, 100% des salariés d'Euronext qui contribuent à la croissance d'Euronext détiennent des actions Euronext. Quand je suis arrivé, c'était 11%, essentiellement l'encadrement supérieur. On l'a baissé à 20, on a étendu à 25%. Et maintenant, on a dit, on en donne à tout le monde. Donc, 10 actions Euronext, ça fait 900 €. C'est trois quarts d'un SMIC net. C'est pas beaucoup, mais 100%. Si j'avais fait ça il y a 5 ans, on aurait dit, c'est quoi cette marotte de patron de gauche qui se la joue petit père des pauvres. C'était ridicule il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est de l'ESG. Voilà. Non, mais aujourd'hui, c'est de l'ESG. Ce que je veux dire par là, c'est que il se passe quelque chose de profond et associer tous ces salariés, comme c'est courant dans le private equity, hein, c'est plus rare dans les boîtes cotées. Puis moi, je suis une grosse PME de 1500 salariés, je suis pas un gros groupe. Mais c'est quelque chose d'assez prégnant et c'est une transformation idéologique profonde de la société, et les patrons et les gens qui sont dans la finance ne sont pas autistes. Enfin, ils le sont peut-être, mais en tout cas, ils vivent immergés dans une société qui envoie des signaux sur le fait que ça change. Ma conversion s'est faite à l'été 2018. Livre d'un journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelait La parenthèse libérale, qui décrivait les transformations de la société française entre 1830 et 1848, et les premières lois sociales sur l'interdiction du travail des enfants aux habitants. Et il décrit dans son bouquin de manière très précise le débat à la Chambre des pairs, PAIRS, entre des gens qui disent bon, il faut que les enfants aillent à l'école, c'est quand même mieux qu'ils aillent dans une forme d'école chez les curés plutôt que travailler à l'usine ou au champ, et d'autres qui disent mais non, il faut nourrir les familles, comment les gens vont manger si les enfants les aident pas. Et là, il y a tout un débat sur le long terme, les préférences, et on sent qu'il y a une idéologie libérale qui émerge, de modernisation, d'accompagnement de la société industrielle, et là vous vous dites bon les gens ont plongé dans quelque chose qui était très nouveau pour eux, et qui nous paraît banal aujourd'hui. Voilà. Donc, je veux dire, cette transformation des préférences collectives, elle est profonde, et c'est pour ça que ça va arriver, vraiment, en tout cas en Europe. Très bien. Esma Malamina, vous êtes toujours avec nous? Vous voulez intervenir? Oui, je suis là. Voilà. Je fais juste un constat. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je fais juste un constat, c'est qu'effectivement, il y a un monde entre la finance, la grande finance, et la petite finance, si on veut. C'est pas éthique ou responsable. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de savoir qu'il y a un petit changement qui se fait dans la tête et dans les comportements des financiers autour de la table et en Europe et en France. J'espère qu'il va y avoir plus de rôle sociétal et plus de responsabilité vis-à-vis de la société et des plus démunis dans la société, parce que sinon, moi, ce qui m'inquiéterait beaucoup, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, j'ai bien peur qu'à long terme, il va y avoir plus de gens révoltés parce qu'ils n'ont pas accès à l'emploi, ils n'ont pas accès aux revenus. Donc, j'aimerais beaucoup que les financiers descendent d'un tout petit peu de leur tour d'ivoire et voient un peu les réalités quotidiennes des personnes autour d'eux. C'est très bien de compenser ces salariés. En effet, c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais beaucoup que chaque entreprise ou banque ou institution financière pense aussi à la communauté autour d'elle. Que peut-on faire pour que la finance que vous pratiquez soit un peu plus éthique, un peu plus responsable? Voilà ma remarque. Voilà. Messieurs, quelqu'un répond? Non. Bon, j'ai une question des jeunes La Parole 18-28. Damien Barré. Comment envisager la tentation des entreprises et des fonds d'investissement de moraliser ou verdir leurs investissements? Quels sont les risques pour certains secteurs, mais également pour la stabilité financière? Quelles seraient les formes alternatives de redéploiement de ces fonds? Il y a une réponse de base à cette question, à savoir que si vous avez, comme le rappelait Stéphane, BlackRock, qui gère 6 000 milliards ou 7 000 milliards de dollars,
Amundi qui en gère 1500, et les autres grands fonds institutionnels qui se mettent à inclure des critères extra-financiers dans la décision d'investissement, il est certain que les entreprises vont réfléchir à deux fois, comme Stéphane, le 2018, cette lumière qu'il a eue en lisant un livre, ils l'auront par les intérêts bien compris de leurs épargnants. Moi, je crois, Antoine, puisque la question revient un peu sur les fonds d'investissement, tout ça, c'est de l'accélération du mouvement, ça va se faire progressivement. Moi, je vais vous donner un exemple, parce qu'il faut toujours être très concret. On a investi dans une boîte de transport, on peut se dire transport d'hydrocarbures polluants. Bah justement, elle est en train de mettre en place une flotte de véhicules dits verts. Et notre rôle, c'est d'accompagner ce mouvement. Alors aujourd'hui, c'est 15 à 20% de ces moyens, de ces véhicules. Ça progresse. Il faut pousser cette évolution. Il faut arriver à ce que ça soit mieux compris par les clients, parce qu'in fine, tout ça est quand même un peu plus cher qu'un véhicule classique sur hydrocarbures. Enfin voilà, c'est là où est notre rôle. C'est de pouvoir impulser et avancer sur ce mouvement. Je rappelle que la définition de l'impact, c'est l'intentionnalité. Donc ça ne va pas se faire en 3 jours. Je pense que nous, très concrètement, entreprise par entreprise, on a les thématiques d'ESG et d'impact à transformer et qu'on suit dans la durée de notre investissement avec des équipes qui accompagnent ce mouvement. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Ça ne va pas se faire en 3 jours. Et c'est dans la tête des dirigeants, dans la tête des salariés, dans la tête des actionnaires. Et c'est comme ça. Et ça touche les sujets énergétiques, ça touche les sujets sociaux, ça touche les sujets de gouvernance. Et ça d'ailleurs recadre avec le sujet social qui était évoqué tout à l'heure, qui évidemment, on le sait tous, est le sujet majeur qui nous attend dans nos économies à l'automne, que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit en Europe, parce que c'est un sujet extrêmement important et d'incertitude et de soucis pour nos entrepreneurs, nos entreprises et notre économie. Peut-être une remarque sur la question qui a été posée sur les facteurs de risque. Parce que la différence avec l'analogie religieuse de Constantin, etc., c'est qu'il n'y a pas de vie après la mort dans l'économie. C'est tout de suite et maintenant. Donc, il y a quand même 2 risques. Il y a 2 risques derrière cette mutation des préférences collectives. Le premier, qui est la forme extrême ou très orthodoxe de ces préférences collectives, qui est l'émergence de l'idéologie de la décroissance et de la frugalité. Parce que ça, c'est un poison qui conduit à un recul de la civilisation. Parce que moi, je ne sais pas faire le financement de l'hôpital public performant, la pénicilline, la sécurité, des transports et la technologie avec des boîtes du Wi-Fi partout, si on décroît. Ça n'existera pas. La décroissance, ça veut dire se projeter dans le niveau de vie d'avant un certain nombre de transformations technologiques. Et ça, c'est un biais qui est très très inquiétant. Alors, je pense qu'il est encore marginal, mais il y a la mutation vers le vert, vers le ESG, vers tout ça. Ça a un effet sur les prix. Ça a été mentionné. Ça veut dire qu'il va falloir choisir un peu plus entre le beurre et les canons, mais ceux qui basculent dans la frugalité nous mettent dans des zones de risque très importantes. Et donc, la vraie approche, c'est l'approche schumpeterienne de les gens veulent des choses un peu différentes, voire très profondément différentes. La manière dont l'humanité résout ces problèmes, c'est par l'innovation, la technologie et des grands investissements, des gros projets. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Ça c'est porteur de progrès et de transformation, et même d'opportunités pour que les nouveaux entrants bousculent les rentiers qui vivaient sur des vieilles technologies, des vieux business models. Ça, c'est bien. Mais je veux dire, c'est pas anodin, parce qu'il faut pas tout mettre. Il y a une mutation vers le vert et le ESG qui est productiviste, et il y en a une qui est amiche. Et la deuxième chose, qui est un autre aspect, mais qui est plus conjoncturel, mais qui est quand même important, parce qu'on va devoir se le taper pendant les mois qui viennent, c'est l'idéologie du gratuit. C'est-à-dire que on a vécu depuis quelques mois quelque chose qui est maintenant très profondément ancré dans un certain nombre de cerveaux, c'est que il faut prendre l'argent où c'est qu'il est, et il est dans un trésor caché dans les banques centrales, et qu'il suffit de demander pour que ça existe. Bon, il y a un moment où on peut repousser aux générations futures
voire aux générations qui viendront après, les générations futures, le remboursement de cette dette, ou alors on décide qu'on va la restructurer, c'est-à-dire qu'on ne la payera pas complètement, mais il ne faut pas se cacher le fait que c'est des engagements qui sont pris à l'égard de quelqu'un plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui est le fluidifiant de la mutation ESG ou de la mutation verte des derniers mois, c'est-à-dire les fameuses contreparties vertes. Je donne des contreparties vertes en contrepartie des billets de Monopoly que j'ai émis en mois de mai au mois de juin. C'est quelque chose qui va rencontrer à un moment la réalité des engagements qui ont été pris. Moi, je rajouterais un point, Sabine, sur les risques. On vient de très nombreuses années où ce qui était le bien, ce qui était la croissance économique, c'était justement une croissance quantitative. Et là, ce qu'il faut, c'est valoriser le qualitatif comme étant quelque chose qui a de la valeur aussi. Par exemple, moins de pollution dans une ville, ça ne se mesure pas en PIB, mais c'est du qualitatif. Et si on réussit à faire passer ce qualitatif dans l'appréciation du niveau de vie, on réduira beaucoup le risque lié à ces investissements dont la rentabilité n'est pas toujours monétaire. Très bien. Tu veux faire une conclusion? Bon, alors, j'ai une autre question. La parole au 18-28. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Alors que les banquiers centraux s'accordent pour dire que le changement climatique menace la stabilité du système financier, quelles nouvelles mesures mettez-vous en œuvre? On vient d'en parler. Le monde entier le nombre de fonds qui ne mettent plus un sou dans le carbone et dans le secteur pétrolier, je crois qu'il y a encore eu des annonces la semaine dernière sur un certain nombre de fonds, s'accroît de manière considérable. On vient d'en parler depuis une heure. Là, nous sommes tous sous pression. Moi, je dirige une société cotée, une petite société cotée. Je fais des roadshows à travers le monde. On en faisait, en tout cas, physiquement jusqu'au confinement. Maintenant, on se parle sur Zoom, Skype et Teams avec les investisseurs. Mais il n'y a pas une conversation qui ne commence pas. Racontez-nous de manière précise et documentée ce que vous faites pour contribuer à la transition climatique ou énergétique. Et donc, ça, c'est une réalité. Donc, c'est ça qu'on fait tous. C'est que c'est devenu, ça a été dit par d'autres encore mieux que moi, mais c'est devenu une nouvelle série de critères de performance. C'est ce que disait Jean était très, très, très vrai. C'est-à-dire que la réinvention du prix du carbone, c'est une tentative de donner un prix à ce que Jean appelait les aspects qualitatifs. En fait, économiquement, on a dit en gros, on avait deux facteurs de production depuis 2 siècles, le capital et le travail, mais il y a un autre truc qui est rare et qu'il faut factoriser dans l'équation des consommations de ressources, après le capital, le travail, c'est ce qu'on prend sur l'environnement. L'environnement est le troisième facteur de production à côté du capital et du travail. Et donc, on essaye de prendre dans les boîtes conceptuelles de la comptabilité quelque chose qui permet de donner un prix à ça. On y est arrivé un peu avec le carbone, le prix du carbone. Certains veulent utiliser des taxes à l'entrée de l'Union européenne pour rétablir une forme de taxation du carbone. Mais c'est ça l'effort. Et donc, la question qui est posée là est assez intéressante parce qu'en réalité, le mouvement, il est envahissant, généralisé. Je crois qu'on a encore 3 minutes. Esma, si vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, c'est bon. Oui. Je crois, si en 1 minute, vous pouvez nous donner l'exemple que vous souhaitiez nous donner tout à l'heure sur... Non, en fait, femmes. je suis... Oui, non, je suis un tout petit peu étonnée qu'il n'y ait pas d'interaction entre les grands financiers et la finance inclusive ou la finance pour les pauvres. Mais je trouve qu'effectivement, ça ne sert à rien parce qu'effectivement, vous avez en Europe et en France d'autres problèmes peut-être plus importants que vous devez régler. Et nous, ici en Tunisie et dans le monde, dans le tiers-monde, nous avons des problèmes très urgents qui sont différents des vôtres, que nous devons régler, surtout si nous devons éviter que ces jeunes, les nôtres, qui soient au chômage, se retrouvent en train d'émigrer vers les côtes méditerranéennes, les côtes européennes. Donc, je pense que nous avons 2 mondes différents, 2 problématiques différentes à régler et je n'arrive pas, franchement, à interagir avec les problèmes de l'Europe et de la France. J'en suis désolée. Je continuerai à faire mon combat
pour que la finance soit éthique, responsable, inclusive pour tout le monde. Et bien sûr, je compte beaucoup sur les financiers que vous êtes pour nous financer, puisque comme je l'ai dit, c'est une intermédiation. Donc, en tous les cas, si vous pouvez financer plus de microfinance pour créer plus d'emplois et régler le problème du chômage en Europe et hors de l'Europe, ce serait parfait. Merci. Un dernier petit mot. Oui, juste Esma, j'aurais juste rebondir sur ce que vous dites, parce que nous-mêmes, nous avons un partenariat avec une société que vous connaissez certainement à Tunis, puisque son siège est chez vous, qui s'appelle Afrique Invest, qui fait exactement le même métier que Syparex. Nous sommes un actionnaire minoritaire chez eux. Et qu'est-ce qu'on fait? On investit ensemble sur des entreprises qui se développent des deux côtés de la Méditerranée, qui font du développement ici en Europe, qui font des développements chez vous au Maghreb et bien au-delà sur l'Afrique subsaharienne. C'est très concret. C'est du financement de croissance, du financement d'acquisition, je dirais, pour faire rayonner des entreprises sur ce bassin euro-méditerranéen. Donc je pense que, alors c'est des petites choses, c'est sûr, à l'échelle de tous les enjeux que vous avez, mais je pense qu'avec ces équipes, nous arrivons vraiment à construire de la richesse et de l'emploi pour ces entreprises qui sont entre ces deux zones. Donc je crois que c'est des réponses, des petites réponses, mais des réponses importantes et positives et qui intègrent les grands enjeux que vous avez chez vous, que vous avez évoqués tout à l'heure. Très bien, là je crois que le temps est imparti. Bertrand, un petit mot. Oui, écoutez, il y a un livre qui vient de sortir par tous les lauréats du prix du jeune économiste donné par le Cercle d'économie, qui s'appelle « Agir face au dérèglement du monde ». Et il y a beaucoup de contributions qui sont justement des contributions d'économistes qui nous disent qu'il y a beaucoup de travail dans le sens qui est indiqué. Il y a le travail en comptabilité, le travail en économie pour effectivement intégrer les outils mathématiques et économiques à ces nouveaux enjeux qu'on a décrits. Mais la direction, je pense, est tracée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antinomie entre les performances financières et les performances extra-financières. Voilà. Merci Bertrand, merci à tous. Je crois que nous avons même dépassé d'une minute notre temps. Merci Sabine. Merci Sabine.